Nous sommes en 1825. Le monde vit encore dans un calme relatif, lent et profondément inégal. Dans les campagnes d'Europe, on travaille la terre comme on le faisait au Moyen-Âge. Les villes sont petites, les routes sont boueuses, et l'immense majorité de la population ne possède rien. L'Afrique est exploitée, l'Inde est dominée, la Chine se replie sur elle-même, et les États-Unis ne sont qu'une jeune nation en construction. Le pouvoir circule à cheval. Les lettres mettent des semaines à traverser les frontières. Les batailles se mènent encore avec des mousquets, des sabres et des canons à poudre noire. Les économies reposent sur la main-d'œuvre humaine et les échanges sont lents, locaux et limités. Mais un bruit commence à se faire entendre. Un bruit nouveau. Un bruit mécanique, régulier, sourd. Celui des machines. Tout commence au nord de l'Angleterre, dans les villes sombres et pluvieuses de Manchester, Leeds et Birmingham. Dans les usines textiles, on voit apparaître une innovation qui va tout bouleverser, la machine à vapeur. Inventée quelques décennies plus tôt, elle ouvre enfin un usage massif. Cette machine n'a pas besoin de vent, ni de muscles. Elle transforme le charbon en puissance mécanique. Et cette puissance ne dort jamais. Elle tease, elle martèle, elle transporte. Le Royaume-Uni entre alors dans une nouvelle ère. Il ne dépend plus du climat, ni de l'homme, il dépend des machines. Et ça change tout. Les bateaux britanniques sont désormais propulsés par les moteurs, ils traversent l'Atlantique sans dépendre des vents, le commerce devient plus rapide, plus fiable, plus rentable. Puis vient le chemin de fer. En 1825, la première ligne ferroviaire commerciale du monde est ouverte entre Stockholm et Darlington. C'est la naissance d'un réseau qui va relier tout le pays, puis tout un empire. Les distances sont réduites, les coûts s'effondrent, les mines de charbon alimentent les usines alimentent le monde. Et tout ça converge vers Londres. Le Royaume-Uni devient alors l'usine de la planète. On y fabrique des tissus, des armes, des outils, des machines, des navires. Et chaque produit exporté l'est avec une facture bien précise, libellée en livres sterling. À cette époque, le monde commence à dépendre de l'économie britannique. La France est affaiblie par les guerres napoléoniennes, l'Espagne et le Portugal sont à bout de souffle, la Russie est figée dans sa noblesse féodale, et les empires ottomans et chinois n'ont pas vu venir le changement. Le Royaume-Uni a pris une longueur d'avance technologique. Et avec cette avance, il impose ses produits, ses normes, sa monnaie et sa vision du monde. Ce n'est plus la guerre qui décide qui domine, c'est l'innovation. Le Royaume-Uni ont utilisé une nouvelle technologie à leur avantage pour asseoir leur autorité sur le reste du monde. Et cette révolution industrielle, bien plus qu'une simple amélioration des outils, va transformer le Royaume-Uni en une puissance mondiale absolue. Le 19e siècle sera son siècle. L'Angleterre règne encore sur le monde, son empire s'étend sur tous les continents, sa monnaie est la référence, ses navires contrôlent les mers. Mais à l'autre bout de l'Atlantique, une jeune nation, née dans le chaos et forgée dans le feu, commence à changer de visage. Nous sommes en 1869. Les États-Unis sortent à peine de la guerre de sécession. Une guerre civile sanglante qui a divisé le pays entre le nord et le sud, entre industrie et agriculture, entre modernité et esclavagisme. Mais cette guerre, aussi violente soit-elle, a laissé place à une évidence. L'Amérique ne peut survivre qu'en se reliant. Et c'est exactement ce qu'elle va faire. Le 10 mai 1969, au cœur du désert de l'Utah, deux rails se rejoignent. C'est le point de rencontre de l'Est et de l'Ouest. C'est la naissance du chemin de fer transcontinental. Jusqu'ici, traverser les États-Unis d'un océan à l'autre prenait plusieurs mois. Désormais, en moins de 7 jours, on peut relier New York à San Francisco. Les marchandises, les armes, les hommes, les idées, tout circule. Et ce n'est que le début. Depuis 1844, le télégraphe permet déjà de transmettre des messages en quelques secondes. Et en 1866, un câble sous-marin relie l'Amérique à l'Europe. Le pays est connecté, informé, synchronisé. Cette combinaison, le rail plus le télégraphe, devient une arme économique. Elle transforme un pays vaste, sauvage et fragmenté en une machine logistique impitoyable et extrêmement puissante. L'acier, le pétrole, le textile, les locomotives, les armes, tout est produit à grande échelle. Et tout converge vers un seul objectif, la croissance. Dans l'ombre de cette expansion, des géants émergent. Carnegie contrôle l'acier, Rockefeller contrôle le pétrole, JP Morgan contrôle la finance. Ce ne sont pas seulement des entrepreneurs, ce sont les architectes d'un nouveau modèle économique, le capitalisme industriel intégré, centralisé, scalable. Et pendant que l'Europe peine à moderniser ses monarchies et à maintenir ses colonies, les États-Unis, eux, construisent une infrastructure invisible qui ne dépend d'aucune conquête territoriale, mais d'un réseau de production, de transport et d'information.
En 1890, il dépasse le Royaume-Uni en production industrielle. En 1900, il représente près d'un quart du PIB mondial. Le dollar commence à se faire une place dans le monde. Pas encore hégémonique, mais déjà redoutablement influent. Ce que le Royaume-Uni avait lancé avec la machine à vapeur, les États-Unis viennent de le scaler à l'échelle d'un continent. Et ce sera la première marche vers leur hégémonie mondiale. Nous sommes en 1944. L'Europe est à genoux. Berlin brûle, Varsovie est rasée, et Londres, bien que victorieuse, est épuisée. Mais de l'autre côté de l'Atlantique, un géant industriel s'éveille, les États-Unis. Depuis 3 ans, les usines américaines tournent sans relâche. Mais ici, ce ne sont pas des ouvriers en sueur qui martèlent à la main. Ce sont des chaînes de production mécanisées. Ce sont également des systèmes logistiques automatisés. Une révolution industrielle 2.0, entièrement dédiée à une seule chose, la guerre. Jamais une guerre n'a été aussi mécanisée. Jamais un pays n'a été capable de produire un bombardier toutes les heures. En 1944, Ford ne fabrique d'ailleurs plus des voitures, mais des avions de guerre. Les moteurs sont standardisés, les pièces sont interchangeables, la guerre devient un produit, et les États-Unis sont le principal fournisseur. Pendant ce temps, en Europe et en Asie, les infrastructures sont détruites. Les ports, les routes, les usines sont réduits en cendres. Mais sur le sol américain, pas une seule usine n'a été touchée. Résultat, l'avance technologique et industrielle des États-Unis devient écrasante. Et ce n'est pas tout. Pendant que les soldats avancent sur le front, une autre bataille se joue. Celle de la science. C'est la première guerre où la technologie pure joue un rôle stratégique. Les radars permettent de repérer les avions ennemis avant qu'ils n'apparaissent. Les ordinateurs primaires sont utilisés pour casser les codes secrets allemands. Et dans le désert du Nouveau-Mexique, une équipe de scientifiques prépare ce qui deviendra l'arme ultime, la bombe atomique. La technologie n'est plus un outil, elle devient une arme d'hégémonie, de contrôle et de domination. Et justement, en 1944, au cœur de cette dynamique, une autre bombe explose. Pas militaire, monétaire. À Bretton Woods, 44 pays se réunissent pour reconstruire l'économie mondiale. Et ils signent un pacte qui deviendra historique. Le dollar devient la monnaie de référence planétaire. Toutes les autres monnaies sont indexées sur lui, et lui sur l'or. Mais ce qu'ils ne comprennent pas encore, c'est que cette décision va changer le monde. Car les États-Unis, qui détiennent 70% de l'or mondial, contrôlent désormais la base de tout le commerce international. Ils viennent d'inventer le soft power économique. Le dollar devient alors l'arme la plus puissante de l'après-guerre. Pas besoin d'envahir un pays pour dominer, il suffit de contrôler sa monnaie. Et cette domination, elle repose sur la technologie et le contrôle de celle-ci, avant les autres. Pas juste les usines ou les bombes, mais la capacité à produire, à standardiser et à automatiser. La capacité à transformer la science en pouvoir. La capacité à reconstruire le monde à son image. Et ce que le Royaume-Uni avait commencé avec la machine à vapeur, ce que les États-Unis avaient accéléré avec le rail, eh bien ils viennent maintenant de le globaliser avec l'industrie de la guerre, la technologie scientifique et le dollar. Le monde ne sera alors plus jamais le même parce que le XXe siècle ne sera pas seulement américain, il sera technologique. Je vous emmène maintenant avec moi en 1971. L'Amérique vient de vivre une décennie de choc, guerre du Vietnam, assassinat politique, tension raciale, crise de confiance. Mais dans les laboratoires de la Silicon Valley, à quelques kilomètres de San Francisco, un objet minuscule s'apprête à redéfinir les règles du pouvoir mondial. Cet objet, c'est le microprocesseur. À première vue, ce n'est rien. Un petit carré de silicium, pas plus grand qu'un timbre. Mais à l'intérieur, des milliers de transistors, capables de faire des millions de calculs à la seconde. C'est tout simplement un cerveau artificiel. Un cerveau programmable, standardisable, scalable. On assiste alors à la naissance de l'ordinateur moderne. Et avec lui, une nouvelle révolution commence. Une révolution silencieuse, invisible, mais inarrêtable. Les premières entreprises tech émergent, Intel, qui domine la production des puces, IBM, qui équipe les entreprises, et bientôt, 2 noms qui changeront le monde. Microsoft et Apple. Dans les années 80, l'ordinateur personnel arrive dans les foyers. Dans les années 90, un autre tremblement de terre secoue le monde, Internet. En quelques années, tout s'accélère. Le courrier devient instantané, les marchés deviennent globaux, la donnée devient une ressource, et ceux qui possèdent les réseaux possèdent le monde. Mais là encore, un détail change tout. Les États-Unis contrôlent les fondations. Le système des noms de domaine, il est américain. Les protocoles de communication comme le TCP/IP, créés par des ingénieurs américains. Les moteurs de recherche, navigateurs, logiciels, réseaux sociaux, tous sont made in USA.
Et derrière chaque service utilisé dans le monde, il y a des serveurs américains, des brevets américains et des entreprises américaines. La France peut avoir Airbus, l'Allemagne peut avoir Mercedes, la Chine peut avoir des usines, mais Google, Amazon, Microsoft, Facebook et Apple, ce sont les pipelines numériques de la planète. Et ces pipelines parlent une seule langue, le dollar. C'est la première fois dans l'histoire qu'un pays domine le monde sans armée. Pas besoin d'envahir, il suffit que le reste du monde utilise tes outils, ton cloud, tes applications, tes infrastructures et même tes cartes bancaires. Parce que oui, en parallèle, on a Visa, Mastercard, PayPal, Stripe, Swift, tous les rails de paiement numérique sont sous le contrôle américain. Et donc, quand un pays déplaît, on peut le déconnecter. Plus d'outils, plus d'accès, plus de commerce. Et ça, c'est la puissance sans violence. La guerre économique par le code. Le contrôle du monde par le langage machine. Ce que le Royaume-Uni avait conquis avec la vapeur, ce que les États-Unis avaient affirmé avec le rail, l'industrie et le dollar, ils l'ont maintenant crypté, compressé et hébergé dans le cloud. Le monde entier dépend des États-Unis, même sans le voir. Et encore une fois, il y a une conclusion très importante à tirer de tout ça. Toutes les plus grandes révolutions technologiques ont eu des conséquences géopolitiques et économiques majeures. Elles n'ont pas seulement transformé les industries, elles ont redessiné l'équilibre des puissances mondiales, changé la monnaie dominante et déplacé le centre de gravité de l'économie sur l'échiquier mondial. Toutes les révolutions qu'on vient de voir, la vapeur, le rail, l'industrie de la guerre, Internet, elles ont l'air bien différentes. Différents siècles, différentes formes, différentes technologies, mais en réalité, elles suivent toutes le même schéma. Une invention apparaît, elle est d'abord sous-estimée, elle résout un problème mieux que tout ce qui existait avant, puis elle change les règles du jeu. Et ceux qui la maîtrisent en premier prennent une avance que les autres ne peuvent plus rattraper. Une révolution technologique, ce n'est pas juste un outil, c'est un levier, un multiplicateur de puissance, un raccourci dans le temps, un déséquilibre temporaire qui permet à un acteur de s'imposer sur tous les autres. Et surtout, et c'est ça finalement le plus important, ce n'est jamais seulement technologique, c'est toujours économique, c'est toujours politique, c'est toujours monétaire. La vapeur a permis à l'Angleterre de dominer le commerce, le rail a permis aux États-Unis d'unifier leur territoire, l'industrie de guerre a transformé l'Amérique en banque mondiale, Internet a transformé les géants du logiciel en dieux de la donnée, et à chaque fois, une nouvelle infrastructure s'est imposée au reste du monde. Ce n'est donc pas la technologie qui domine, c'est celui qui la contrôle. Et c'est là que ça devient très intéressant. Parce qu'aujourd'hui, une nouvelle révolution est en train de naître. Silencieuse, programmable, monétaire, et cette fois, elle ne concerne plus seulement les usines ou les réseaux, elle concerne la monnaie en elle-même. Si tu ne me connais pas, sois le bienvenu, moi c'est Moontaurus et j'accompagne ceux qui ont plus de 30 000 € investis en crypto à décupler leurs résultats grâce à des effets de levier que 95% des investisseurs ignorent complètement. Si tu as plus de 30 000 € investis et que tu souhaites travailler avec nous, être accompagné pour définir ta stratégie, ton plan d'investissement adapté à ton profil et ta situation, ou tout simplement éviter de faire une erreur qui peut gâcher tous les efforts que tu as fournis ces derniers mois, book un call avec moi via le lien en description et on va pouvoir discuter ensemble des solutions qu'on propose pour t'accompagner. 3 mots. Blockchain, Bitcoin, stablecoin. Pour savoir si le marché des crypto-monnaies dans son ensemble peut véritablement s'apprécier, attirer des capitaux, prendre en valeur, qu'on ait un bull run ou une alt season, il faut comprendre quel rôle la blockchain, le Bitcoin et les stablecoins vont jouer sur le plan géopolitique et économique mondial. Et on va commencer avec la blockchain. La blockchain, ce n'est pas juste une technologie. C'est une nouvelle couche d'infrastructure mondiale, comme Internet dans les années 90, sauf que, au lieu de connecter des informations, elle connecte des valeurs. Et ça change tout. Elle permet de faire des choses qui n'étaient tout simplement pas possibles avant. Prenons l'exemple de la tokenisation. C'est le fait de représenter un actif du monde réel sous forme de token numérique sur une blockchain. Tu peux tokeniser une action Apple, un bien immobilier à Paris, un certificat de propriété, la part d'une entreprise ou même un ticket de concert. Et ce token peut ensuite être échangé instantanément 24 heures sur 24 partout dans le monde sans passer par une banque, un notaire ou une bourse fermée le week-end. Lors de la conférence Bitcoin 2025, Vlad Tenev, le PDG de Robinhood, a été très clair. La tokenisation des actions est inévitable. Elle est nécessaire pour améliorer la gestion des risques dans le système financier mondial. Et il a donné 3 raisons principales extrêmement puissantes. Premièrement, les stablecoins vont renforcer la domination mondiale du dollar. La blockchain devient donc un canal d'expansion monétaire stratégique.
Deuxième point, la tokenisation des actions va renforcer l'influence des entreprises américaines à l'échelle mondiale. Si les actions de Tesla ou d'Apple deviennent des tokens échangeables partout dans le monde en USDC et n'importe quand, eh bien les marchés américains deviennent globaux par nature. Et troisième raison, aujourd'hui, transférer une action entre deux courtiers, c'est lent, parfois manuel et parfois très compliqué au niveau des procédures. La blockchain permettrait donc une mobilité instantanée des actifs, réduisant les risques opérationnels en cas de crise et évitant la concentration chez un seul broker. Concernant Bitcoin, ça va encore plus loin, bien plus loin que ça. Aujourd'hui, les États-Unis font face à un mur. 10 000 milliards de dollars de dettes arrivent à échéance cette année. Et avec des taux d'intérêt à plus de 4,5%, eh bien refinancer cette dette coûte une fortune. Mais une idée inattendue est en train d'émerger. Utiliser Bitcoin pour alléger le poids de la dette. Le 6 mars, Trump a signé un décret. Le Bitcoin devient un actif de réserve stratégique national. Les bitcoins saisis sont conservés et le trésor peut désormais en acheter. Mais le vrai tournant, ce sont les Bitbound, des obligations d'État classiques, sauf que 10% des fonds servent à acheter du Bitcoin. À la clé, pour l'investisseur qui investit dans ces fameux Bitbound, eh bien on a 1% d'intérêt garanti, plus une part des gains du Bitcoin accumulé, et le capital est sécurisé même si le BTC chute. Pour l'État, ça fait une dette moins chère. Et pour l'investisseur, ça fait un produit hybride, sécurisé avec une exposition au Bitcoin. Une solution qui pourrait, selon les projections, économiser jusqu'à 700 milliards de dollars en l'espace de seulement 10 ans. Donc, entre deux bull runs, on a un Bitcoin qui est passé d'ennemi public numéro 1 à un outil stratégique pour aider à régler l'un des plus gros problèmes des États-Unis, la dette et le refinancement de celle-ci. Et on arrive avec le troisième élément majeur, les stablecoins. Et pendant que tout le monde se demande quand aura lieu le prochain bull run, les États-Unis, eux, sont en train de gagner la guerre. Silencieusement, grâce au stablecoin. Un stablecoin, c'est un dollar numérique. Mais pas n'importe lequel. Un dollar qui circule sans banque, sans SWIFT, sans frontières, 24 heures sur 24 et partout dans le monde. Un dollar programmable, traçable et échangeable instantanément. Et ça change tout. En 2025, on estime que plus de 100 milliards de dollars circulent déjà via des stablecoins comme l'USDC ou l'USDT. Mais voici ce que peu de gens comprennent. À chaque fois qu'un stablecoin est émis, il faut déposer un vrai dollar en garantie. Et devine où ce dollar est placé? Dans des bons du trésor américain. Autrement dit, plus le monde utilise les stablecoins, plus il finance la dette des États-Unis, et ça, c'est un coup de génie. Et pour verrouiller cette avance, le Congrès américain a voté une loi, le Genius Act. Une régulation pro-business, pro-dollar, pro-stablecoin. Elle exige que les stablecoins soient garantis à 100% et incite fortement à ce que les garanties soient en bons du trésor américain. Et donc le résultat, c'est que les treasuries deviennent la colonne vertébrale du nouveau système financier mondial. Et ce n'est que le début. Parce que grâce au stablecoin, le dollar devient une plateforme, un standard monétaire mondial accessible à n'importe qui avec un simple wallet. Même dans des pays en crise, en hyperinflation ou sous sanctions, les gens préfèrent du stablecoin que leur propre monnaie. Et donc, la domination du dollar ne passe plus par les banques, ni par les armées, elle passe par la blockchain, d'une certaine façon. Et les États-Unis viennent d'en prendre le contrôle stratégique, sans que les particuliers ne soient au courant. Pour te donner un ordre d'idée, actuellement, l'offre de stablecoin représente environ 1,1% de l'offre en dollars américains. Autant vous dire qu'on n'en est qu'au début et que le meilleur est devant nous. Ça signifie également qu'il y a des opportunités d'investissement massives à saisir et que nous pouvons t'aider à le faire simplement en rejoignant le groupe des chercheurs de pépites auquel tu pourras accéder en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description. Et si tu as plus de 30 000 € investis en crypto, tout ce que tu as à faire, c'est de booker un call avec moi via le deuxième lien qui se trouve également en description. Depuis 200 ans, chaque domination économique a été précédée ou accompagnée d'une rupture technologique majeure. Le pouvoir ne vient jamais que de l'armée ou des ressources naturelles, il vient d'une infrastructure que les autres ne peuvent pas encore maîtriser. Vapeur, rail, code, internet ou blockchain. Aujourd'hui, pour réussir en crypto, il faut voir grand, il faut voir large, il faut savoir lire à travers les lignes et comprendre que la blockchain est juste la énième révolution technologique que les plus grandes puissances mondiales comme les États-Unis utilisent pour asseoir leur domination économique et géopolitique, ce qui en fait fondamentalement parlant une révolution inévitable.
Et même si le sujet est complexe, profond et que les conséquences de la blockchain échappent à la majorité des investisseurs particuliers, c'est bien pour cela qu'il ne peut qu'y avoir un bull run, une prise en valeur du marché des crypto-monnaies dans son ensemble et que finalement, là où beaucoup pensent à la fin parce que le marché baisse sur du court terme, la réalité c'est que c'est probablement que le début de quelque chose de bien plus grand. C'est la fin de cette vidéo les taurus, j'espère qu'elle vous aura aidé à y voir plus clair. On se retrouve prochainement pour du nouveau contenu crypto et investissement. C'était Moon Taurus. Ciao ciao.